La richesse des propriétaires d'équipes de sport. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport offrant un regard sur les grands enjeux dans le sport. Et c'est parti. J'ai toujours eu un énorme intérêt envers les propriétaires d'équipes. Propriétaires d'équipes de sport dans le monde entier. Évidemment, les ligues nord-américaines sont plus faciles d'accès, sont plus médiatisées, c'est plus près de nous géographiquement. Mais il y a plusieurs riches et puissants propriétaires en Europe, dans le foot mondial, bien sûr, puis en Asie, dans le cricket, en Australie, dans le rugby, en Nouvelle-Zélande, et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose de mystérieux dans ce groupe si fermé de gens qui détiennent une équipe de sport. On les connaît pas et on connaît pas vraiment ce qui les motive à chaque jour, puis ce qui fait en sorte qu'ils sont des investisseurs, des fans, des supporters qui sont passionnés, qui détiennent beaucoup de pouvoir autour de leur équipe, bien sûr, mais souvent dans l'industrie dans laquelle ils participent. C'est quand même mystérieux, ce groupe-là. Puis, à part quelques milliards de dollars qu'ils ont, bien sûr, beaucoup d'argent pour acheter une équipe, comment ils sont arrivés là? C'est quoi le profil de ces hommes ou ces femmes-là? À savoir d'où ils viennent, c'est quoi les origines, puis c'est quoi leur recette pour le succès. C'est un peu le mystère parce qu'il y a un nombre limité d'équipes. Même s'il y a beaucoup de propriétaires, bien forcément, il y a un propriétaire pour chaque équipe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un groupe fermé, une certaine forme de fraternité, si on veut, un groupe, un boys club à certains égards. Puis ça fait en sorte que c'est difficile pour quelqu'un de l'extérieur de dire « Moi, je voudrais être un propriétaire d'équipe ». Forbes a publié récemment une liste des hommes les plus riches qui détiennent une équipe de sport. Puis il y a 3-4 noms qui valent la peine d'être discutés. Moi, je pense toujours en haut de la carte, là, je pensais toujours aux années de Bill Gates lorsqu'il était l'homme le plus riche du monde. Il n'y avait pas d'équipe sportive qui l'intéressait. Jeff Bezos, aujourd'hui, d'Amazon, il n'y a pas d'équipe non plus. Il y a beaucoup d'influence dans le sport à cause d'Amazon, bien sûr, mais il n'y a pas d'équipe en direct. Mais un des plus riches au monde, c'est Stephen Ballmer. L'ancien patron de Microsoft, le partenaire de Bill Gates, qui, lorsqu'il est sorti de Microsoft, avait toujours voulu s'acheter une équipe de sport. Il voulait une équipe de basketball de la NBA à Seattle et il n'y en a pas eu. Ça a pris plus de temps. On sait qu'il va avoir une équipe de hockey bientôt. Il a acheté les Clippers de Los Angeles au moment, en 2014, où il y a eu un mini-scandale avec l'ancien propriétaire Donald Sterling. Stephen Ballmer vaut 41 milliards de dollars. Il a signé un chèque directement, dans le temps de le dire, puis quelques mois après le scandale de Sterling, il était devenu propriétaire des Clippers. Et là, les Clippers, ils combattent dans la région de Los Angeles, directement, même dans le même amphithéâtre que les Lakers, l'équipe un peu plus célèbre. Les Clippers, pendant les années de Donald Sterling, étaient toujours dans les bas-fonds de la ligue. Alors, Ballmer veut changer la mentalité. Il veut attirer des agents libres. Il veut même construire sa propre arena et sortir de l'ombre des Lakers. C'est le deuxième plus riche propriétaire de sport au monde, mais il n'a pas encore trouvé la recette pour gagner dans la NBA. Un autre que je veux parler, c'est Dietrich Mateschitz. Ça, c'est le fondateur de Red Bull. Red Bull, les boissons énergiques, bien sûr, mais il est aussi propriétaire indirectement de New York Red Bulls de la MLS, de Red Bull Racing en F1 et de Red Bull Toro Rosso Honda aussi en F1. Imaginez être propriétaire de 2 écuries de la F1. Monsieur Mateschitz, qui est en Autriche, n'a jamais voulu s'impliquer dans le sport traditionnel. C'est un Européen. Il a une fortune évaluée à presque 19 milliards de dollars. On n'entend pas beaucoup parler de lui en Amérique du Nord parce que son influence est surtout dans les sports plus traditionnels européens. Mais c'est un homme très influent et évidemment, la popularité de son produit, les boissons énergiques Red Bull, font en sorte que cette marque-là est perçue partout où il y a des sports extrêmes, partout où il y a des sports non traditionnels. David Tepper, lui, il est le nouveau propriétaire des Panthers de la Caroline de la NFL. C'est lui qui a acheté l'équipe quand Jerry Richardson a été coincé dans un petit scandale d'harcèlement sexuel à l'intérieur de son équipe. Alors, la NFL, indirectement, c'était pas aussi direct que Donald Sterling, l'a forcé à vendre. Il y a une fortune de 11,6 milliards de dollars. On parle souvent de Jerry Jones, on parle souvent de Robert Kraft, mais David Tepper est le plus riche des propriétaires de la NFL. Puis le dernier à qui je veux faire un petit clin d'œil, c'est Stan Kroenke. Je n'ai déjà parlé, mais je vous reviens sur le fait qu'il détient 5 franchises de sport pour lui et sa famille.
Il vaut 8,7 milliards de dollars US, mais il est propriétaire de l'Avalanche dans la Ligue nationale, des Nuggets de la NBA, de l'Arsenal dans la Premier League en Angleterre, du Colorado Rapids, évidemment dans la MLS, mais surtout des Rams de Los Angeles. Et c'est lui qui est derrière la construction d'un stade, le stade super spatial de la planète qui va ouvrir pour les Rams, qui va coûter, avec le développement autour, entre 4,5 et 5 milliards de dollars US. Certains propriétaires sont des investisseurs, ils sont compétiteurs, ils veulent gagner un titre, sont passionnés. D'autres sont engagés à cause de leur effort de médiatisation. Ils aiment satisfaire leur ego. Ils aiment être des superstars. Le jet-set du sport qui les fascine. Il y en a d'autres parce que c'est des raisons d'un héritage familial. Je pense toujours à la famille de Dan Rooney, les Steelers des Rooney. Je pense à la famille Halas à Chicago, McCaskey, Halas, qui détiennent les Bears depuis presque 75 ans. Certains propriétaires sont discrets, puis se tiennent loin des caméras, puis d'autres, comme justement Jerry Jones et Robert Kraft, sont toujours devant les caméras. Certains sont plus jeunes. Je pense à Mark Cuban des Mavericks de Dallas, de la NBA, un gars qui est devenu riche à cause du .com, puis des médias sociaux, puis de l'Internet, mais il est toujours aux abords du terrain lorsque son club joue, en T-shirt. Il est actif sur les réseaux sociaux. C'est une personnalité TV. Il est à Shark Tank aux États-Unis. Alors, Mark Cuban, c'est un autre profil, plus jeune et plus moderne comme propriétaire. L'univers des propriétaires, c'est fascinant. Puis il suffit d'en avoir côtoyé quelques-uns pour se rendre compte comment ils gèrent de façon différente. Moi, je me rappelle de George Gillette avec les Canadiens. Ça, c'était un vrai fan du club. Il aimait ça parler aux spectateurs lorsque les Canadiens étaient sur la route. C'était un partisan du Canadien. Il était très, très fier. Je me souviens aussi de Peter Holt, qui était le propriétaire des Spurs autrefois. Lui, c'était un homme absolument privé. Il passait pour n'importe qui dans la rue. Personne ne savait vraiment qui il était lorsqu'il était assis dans les gradins à San Antonio ou ailleurs. Je pense à Jim Dolan des Rangers et des Knicks, qui est très près de la business. Il laisse beaucoup de liberté à Glenn Sather pour les Rangers, Steve Mills pour les Knicks, mais Dolan est très détesté à New York parce que ses équipes n'arrivent jamais à livrer le résultat escompté. En conclusion, il y a beaucoup de gens qui souhaitent acquérir une franchise, puis il y a peu de clubs disponibles, évidemment. Il y a peu d'expansion dans le sport. Donc, les valeurs augmentent, puis les mises, lorsqu'un club devient disponible, ils sont propulsés vers le haut. Forcément, c'est pour ça que la valeur augmente, c'est qu'il n'y a presque pas de club de disponible. C'est un club social fermé. Puis ceux qui y sont n'ont pas toujours envie de voir arriver un nouveau propriétaire d'équipe. Parce que là, ils seraient obligés et forcés de partager leur gâteau dans un morceau de plus pour accueillir le nouvel arrivé. Alors, l'expansion, c'est beau parce qu'il y a beaucoup d'argent qui vient avec ça, mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'on divise le profit dans une part de plus. Puis je termine en disant qu'il y a quelques femmes qui sont très puissantes dans l'univers de propriétaires. Gail Benson des Saints et des Pelicans. Une équipe de la NFL, une équipe de la NBA à Nouvelle-Orléans, c'est impressionnant. Jenny Buss des Lakers, Madame Halas McCaskey, qui est de la famille Halas des Bears de Chicago, Martha Ford des Lions de Détroit, Gail Miller du Utah Jazz de la NBA, Amy Adams du Titan de Tennessee de la NFL, Denise York de Bartolo, des 49ers de San Francisco. Il y en a d'autres. Ann Walton, c'est la conjointe de Stan Kroenke. Elle est l'héritière de la famille de Sam Walton, le fondateur de Walmart. Alors, Kroenke, beaucoup d'argent. Ann Walton en a autant. Les deux ont 5 équipes ensemble. En conclusion, il y a beaucoup de gens qui veulent arriver dans le sport. La difficulté, c'est de trouver une équipe disponible. Puis souvent, lorsqu'on parle de la MLS qui fait une expansion rapide, c'est parce que la MLS a des franchises plus abordables, plus accessibles. Et il y a de l'expansion. Donc, il y a de nouveaux visages qui arrivent dans cet univers de propriétaires sportifs parce que l'opportunité d'investissement est présente. Merci à vous tous d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Merci également de partager le podcast avec vos amis et collègues. Évidemment, on veut grandir et on veut augmenter le contenu. Tout ça sur YouTube ou SoundCloud. Encore merci. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.